ensuite, il y a ce qui concerne. Donc pareil, j'en ai déjà parlé, mais moi je vais en parler un peu de manière différente. Ce qui concerne donc, on va en venir là du coup au vide, à l'espace, tout ça là. Là, c'est une vidéo que je fais un peu de manière plus synthétisée, voilà, avec plus de preuves à l'appui, je pense, et voilà, d'autres images, d'autres vidéos. Voilà. Parce que moi je fais ça parce que ça me passionne aussi, hein. Donc le vide, bah, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur le sujet, qui était beaucoup plus longue. Ben, en fait, c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous allez voir, je vous mettrai là en même temps donc des petites vidéos sans le son. T'as des gens qui ont fait des expériences, comme on peut le voir là, où bah, il met par exemple sous vide euh, un ventilateur qui tourne avec une plume devant. Et donc on voit bien que, ben, en fait, comme c'est dans le vide, enfin c'est dans le vide partiel, je l'ai expliqué, le vide total n'existe pas, parce que Dieu n'aime pas le vide. On cherche toujours à remplir, c'est ce qui fait la force du vide. Eh bien, le ventilateur il tourne, mais en fait la plume elle bouge pas. Alors, quelqu'un de voilà, en fait, si vous posez la question à quelqu'un qui connaît pas trop un peu la physique, bah il pourrait se tromper. Si vous lui dites ouais, si je mets un ventilateur et que je fais le vide, je le mets dans une boîte et que puis je fais le vide et je mets une plume devant, est-ce que la plume elle va bouger? Il y a des gens peut-être qui vous diront oui, mais non. Et je pense même que ce qui est rigolo, c'est je pense même que même la plupart des gens, je pense ils vont diront ben non parce que c'est vide. Mais oui, mais alors les fusées, du coup. Et en fait, c'est comme ça qu'on prouve que l'espace n'existe pas. C'est quand on comprend le vide. Et j'en parlais la dernière fois avec mon voisin. Et en fait, il était largué. Et les gens, en fait, ils font même pas le rapprochement. C'est un truc de dingue, quoi. Le mensonge, en fait, est tellement gros. Le mensonge de l'espace, là, est tellement gros que les gens, ils se posent même pas. Ils vont même pas chercher, en fait, la force du vide, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que les scientifiques, les scientistes, en fait, qui ont créé tous ces trucs là, qui contrôlent les gens en fait, bref, qui font payer des milliards aux gens à la planète pour des mensonges. Je le rappelle, hein, c'est des mensonges. C'est en plus de ça, c'est des mensonges. C'est grave parce que c'est vraiment des entités mensongères en fait. C'est pas l'homme premièrement. Moi, je proclame et je répète encore et encore, je n'accuse pas les gens, j'accuse. Moi, je suis là juste pour vous montrer qu'on est dans un monde spirituel premièrement et qu'il y a des esprits qui sont des esprits de mensonges qui ont été établis dans certaines nations, dans certains gouvernements, dans certaines sectes, certaines entreprises, certaines grandes entreprises comme la NASA, tout ça, et, qui sont là en fait pour détourner les gens de Dieu. Point barre. Il n'y a pas d'autre but en fait. C'est pour empêcher les gens de venir à Christ, d'acquérir une plus grande profondeur en Christ. Heureusement, gloire à Dieu, l'armée céleste est bien au-delà de tout ça. Il y a quand même des gens qui viennent à Christ, même s'ils croient en l'espace, tout ça, mais enfin, c'est pas un mais c'est beaucoup mieux en fait quand tu viens à Christ et qu'en plus de ça, le Seigneur, à travers des gens comme moi, te dévoile en plus de ça la véritable science qui, elle, est cachée en Christ. Alors voilà, parce que sinon tu peux te faire vite avoir justement. Si tu vas un jour justement, le Saint-Esprit te pousse en fait à aller parler en fait. En fait, si t'es poussé, c'est même pas forcément le Saint-Esprit, mais si un jour tu veux aller justement parler à des gens très scientifiques comme ça, ils vont te confondre et ils peuvent te ramener en arrière. Moi, j'ai vu trop de gens. Au début moi, de ma conversion, je me suis fait trop avoir par des trucs comme ça, des gars qui étaient calés en sciences, tout entre guillemets, enfin qui étaient calés selon l'école en fait, des matheux, tout ça. Ils vont te poser des questions, mais tu vas être largué si tu connais pas un minimum, si cet esprit t'a pas révélé un minimum la véritable science qui est cachée en lui, ils vont te pulvériser. Voilà, ils vont te sortir des trucs de ouf. Quand on va te sortir la fameuse formule, enfin, le fameux truc, la fameuse phrase, c'est une devinette en fait que certains scientifiques vont poser aux croyants. Ils vont leur sortir est-ce que Dieu en fait, en gros, ils vont te dire ouais, Dieu il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, ok? Et tu vas leur dire oui. Alors est-ce que Dieu il est assez fort pour porter une pierre qui est plus lourde que lui?
Ils vont te poser ça comme question. C'est ce genre de questions-là qu'ils vont te poser. Si toi, t'as pas un dévoilement de Christ, moi, le problème, c'est que la première fois quand on m'a posé cette question-là, j'ai bugué. Je savais pas quoi répondre. On a cherché, avec un frère et tout. Alors que non, normalement, ça doit être spontané, ça doit être du tac au tac. Ça doit être Dieu, il est esprit. Il est esprit. Et Dieu, il est le maître des lois. Dieu, il est le maître. C'est lui la science. Il fait ce qu'il veut. Il peut changer la loi. Il peut rendre une pierre qui est plus lourde que lui. Il peut la rendre plus légère. Il fait ce qu'il veut. Et en plus de ça, il est esprit premièrement. Donc, il n'a rien à voir avec le matériel. Le matériel n'a rien à voir avec le spirituel. C'est le spirituel qui forme le naturel, pas le contraire. Donc déjà, tu es à côté de la plaque. Déjà, quand tu me poses cette question, déjà ta question, elle n'a pas lieu d'être en fait. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire dans l'esprit, le Saint-Esprit, et en Christ, qui est la vérité. Donc il n'y a pas d'histoire de pierre qui est. Une pierre ne peut pas être plus lourde que Dieu parce que Dieu n'a pas de poids, comme toi tu l'entends. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Voilà, c'est la première réponse qui doit te venir en fait. Voilà, comme ça, je t'ai donné la solution si jamais tu tombes sur un malin qui te pose ce genre de questions. Voilà. Ça, c'est important d'aller à l'écriture et de prier beaucoup, 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 particulièrement beaucoup en langue. Alors, beaucoup d'intimité avec Christ. Donc voilà, on en revient sur le vide. Bon, maintenant, tu as la deuxième expérience aussi là. Là, les expériences dont je vous parle, là, c'est des expériences qui vous prouvent que les fusées ne peuvent pas aller dans l'espace en fait. Hein. C'est tout simple. Hein. Tu as la deuxième expérience aussi avec, pareil, les mecs qui font le vide dans une boîte. En fait, ils ont mis de la poudre, de la poudre, de la poudre ou une mèche, en fait, de la poudre à canon ou une mèche de pétard, tout ça dans une boîte dans lequel ils ont fait le presque vide. Et en fait, avec un laser très puissant. Maintenant, vous pouvez avoir depuis longtemps, vous pouvez avoir des lasers qui sont très puissants. Moi, j'ai déjà vu un. Bon, bref, c'est parenthèse, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas du fake. Moi, j'ai déjà vu un gars. Il avait acheté un laser, il allumait une clope à 800 mètres avec. Et en fait, du coup, avec ce genre de laser, donc le mec il te montre en fait que il n'y a pas d'allumage. La poudre, en fait, elle sèche, au contact du laser, c'est comme si elle fondait un peu, mais il n'y a pas d'allumage. Il n'y a pas de flamme. Du coup, hop, c'est une deuxième preuve que les fusées ne peuvent même pas s'allumer en fait dans l'espace. Voilà. Et là, ils vont vous dire, oui, mais alors, de toute façon, elles s'allument d'abord sur Terre. Oui, non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu passes, en fait, peu importe. En fait, si tu passes, pour donner une idée, là, je te mets une autre capture. J'en ai déjà parlé, une autre vidéo. Aucun mouvement observé. Test numéro 5. Il y a du mouvement. Et puisqu'il n'y a eu qu'un seul test sans mouvement, on va en faire d'autres, juste pour s'assurer que nos données sont précises et vérifier si cela peut se reproduire. Faisons-en 3 de plus. Test 6. Si vous placez l'aspirateur juste derrière l'échappement du ballon, rien ne bouge. Cela prouve que les fusées doivent s'appuyer sur l'atmosphère pour avancer. Par conséquent, les fusées ne peuvent pas fonctionner dans l'espace. Papier-carton en atmosphère. Papier-carton dans le vide. Pas d'allumage. De la poudre en atmosphère. De la poudre dans le vide. Pas d'allumage. De l'essence pour fusée en atmosphère.
de l'essence pour fuser dans le vide. Pas d'allumage. Vous avez été trompé par le plus gros voleur d'impôts de toute l'histoire. Si tu passes en fait du non vide au presque vide, ça annule en fait, ça aspire. C'est comme le vacuum cleaner, l'aspirateur en anglais. Ça aspire en fait la force. Le vide est la plus grande est l'une des plus grandes des forces en fait. Donc voilà, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, c'est ce qui vous prouve que le vide n'existe pas. Donc, bien sûr, je vais vous prouver. J'aime bien vous donner des preuves, mais j'aime bien vous donner aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nos têtes? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simple. C'est ce que dit la Bible. Ce sont les cieux au-dessus des cieux. Premièrement, il y a le firmament, donc qui est la Bible nous dit dans Job qu'il est dur comme un miroir de fonte. Enfin, je sais pas si c'est une image, mais en tout cas, c'est dur, donc comme un miroir de fonte. Donc c'est très épais, c'est extrêmement dur, et c'est comme un miroir. Ça reflète en fait. C'est de la glace en fait. C'est de la glace. C'est pur en fait. C'est pur. Enfin, nous on pense, les chercheurs de vérité, que c'est ce que certains scientifiques ont découvert, ça s'appelle du cristal d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz. Quand vous le refroidissez, il devient liquide. Et vous savez, il y a certains gaz, en fait, quand vous les refroidissez très brusquement à une très forte température, ils ont la propriété de devenir comme liquide, en fait. Comme par exemple l'oxygène liquide, sa température, c'est moins 183 degrés, je crois, quelque chose comme ça. L'azote liquide, c'est moins 193, entre moins 193 et moins 196 degrés. En fait, l'hydrogène liquide, c'est à travers lui qu'ils ont découvert, en fait, c'est avec l'hydrogène, en refroidissant en fait l'hydrogène, c'est à travers les propriétés de ce gaz qu'ils ont découvert le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est moins 273 degrés, 15, et en fait, comment dire, le zéro absolu, c'est quand il n'y a plus aucun mouvement. C'est quand il n'y a plus aucun mouvement dans les particules. Vous prenez un microscope électronique, vous regardez en fait, ils ont regardé en fait, et en plus non, je dis des bêtises parce que oui, je dis des bêtises. Parce qu'en plus, non, le zéro absolu, il n'a pas encore été atteint. Non, il a jamais été atteint, excusez-moi. C'est ce qu'on vous fait croire, oui, c'est pareil. Parce que quand j'étais petit, moi, on m'avait fait croire ça. Moi, j'avais été au palais de la découverte avec mon père. Et en fait, il y avait des scientifiques là-bas, ils me disaient, ouais, zéro absolu, c'est 0,15. Ouais, mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est qu'il a. En fait, ils l'ont, si vous voulez, ils l'ont découvert dans le sens où, l'hydrogène liquide, en fait, s'en rapproche très fortement. Du coup, parce qu'en fait, l'hydrogène liquide, il arrive à descendre à moins de 73 degrés en fait. Vous voyez, en fait, l'hydrogène liquide, c'est à partir de moins 200 et quelques degrés, je crois. Je sais plus, enfin, je vous mettrai peut-être les chiffres là. Par contre, excusez-moi, j'ai pas exactement les chiffres en tête. Mais en gros, c'est plus de moins de 73. En fait, c'est plus de moins de 73 degrés en fait, le zéro absolu. Mais il a jamais été atteint. Il est si vous voulez, ils le calculent parce que ils voient bien hein, qu'il reste du mouvement, mais c'est vraiment infime en fait. Ils ont réussi à arriver à un tel point de, comment dire, je sais pas comment on pourrait dire, de figé, c'est tellement figé, la matière est tellement figée à moins de 73 degrés, 15 et quelques que c'est quasiment immobile en fait. Mais ils l'ont pas encore atteint, le zéro absolu. Voilà. Donc on pourrait presque dire que c'est moins de 174 degrés Celsius, le zéro absolu. Ce qui fait moins 300, je sais pas combien, parce que ça fait presque moins 400, je sais plus en Fahrenheit, je sais plus comment ça fait, bref, on s'en fiche. Nous, non, Celsius. Donc voilà, donc c'est ça quoi, et, donc ce serait du cristal d'hydrogène en fait, le dôme, le firmament. Et donc pour vous donner l'idée, oui, le cristal d'hydrogène en fait ce serait un peu cherché en fait sur internet, vous tapez cristal d'hydrogène ou le métal d'hydrogène, vous voyez, en fait ce serait un peu comme une sorte de, comme une sorte de métal en fait, tellement
tellement c'est comment on dit, c'est compact en fait, tellement les atomes sont serrés les uns avec les autres, que ça se rapprocherait plus du métal. Et en fait, du coup, ce serait apparemment le matériau le plus résistant que l'on connaisse à l'heure actuelle en fait. Voilà. Donc c'est même encore plus au niveau de la dureté, hein, au niveau de la dureté, encore plus dur en fait que le diamant. Voilà, qui est le minéral. Déjà le diamant c'est le minéral le plus dur. Attention, le plus dur, pas le plus résistant dans tous les sens du terme, parce que le diamant par exemple n'est pas résistant à la chaleur. Il a une température d'ébullition, je crois, de 500 degrés, quelque chose comme ça. C'est vraiment très bas pour un minéral. Bref, contrairement par exemple au tungstène qui est un métal qui a une température de forge en fait dans les 2000 degrés de fusion dans les 1000, je crois c'est 1700 degrés je crois, et la température d'ébullition, ça veut dire quand il commence à devenir liquide, c'est 2000 dans les 2300 degrés, quelque chose comme ça. Enfin voilà, excusez-moi, je dirais c'est des sujets qui me passionnent. Voilà, ça fait une vidéo un peu différente, puis en même temps ça vous donne, si vous connaissez pas tout ça, ça vous donne un peu des petites clés, parce que moi je m'intéresse aussi depuis quelques années, je m'intéresse à la forge, tout ça. Moi, j'ai travaillé en métallurgie, donc je m'intéresse beaucoup aux métaux, tout ça. Je connais bien je connais pas mal les températures d'ébullition, tout ça. Je commence à connaître pas mal les matériaux en général. C'est important de s'intéresser un peu à tout. Enfin, moi, je pense que c'est important quand même. Moi, c'est surtout que je regarde, en fait, je cherche en fait Christ à travers toute chose. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un de mes buts dans la vie, c'est vraiment de voir le divin à travers tout en fait. Parce que ma passion c'est Christ en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas la passion du Christ de Mel Gibson, moi c'est vraiment ma passion de Christ en vérité, dans la réalité. Je le vis en fait. Je vis vraiment la passion du Christ. C'est pas un discours futile, je le vis vraiment. Donc voilà pour le vide. Je vais pas aller plus loin que ça. Voilà, vous comprendrez que c'est le vide n'existe pas. Et donc oui, au-dessus du dôme, excusez-moi, donc après il y a les eaux qui sont au-dessus des eaux, en fait, donc ce sont des gaz liquides. Ce serait des gaz liquides, donc moi je pense que ce serait pareil, donc de l'hydrogène liquide. Et ensuite, encore au-dessus, ce serait donc un état de plasma total en fait. Voilà, un état, comme certains diraient, le quatrième état de la matière, mais c'est pas de la matière le plasma, c'est vraiment immatériel, c'est ce qui se rapproche le plus en fait du spirituel en fait. Le feu, vous voyez, dans la Bible par exemple, on compare souvent en fait, on parle souvent de la brûlure en fait de l'éternel. On parle souvent quand on parle de pureté, on parle du feu. En fait. D'ailleurs en grec koiné, pour ceux qui ne savent pas, le feu ça se dit pur. Je sais pas comment on le dit, c'est pur. Enfin je sais plus comment ça s'écrit, mais ça s'écrit pur. C'est pour, je crois comme ça. Excusez-moi pour la prononciation, je sais pas une bonne prononciation, je connais pas trop bien le grec koiné, quelques mots seulement. Voilà, bon voilà, c'est ça là pour le vide et pour l'espace, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a débunké encore oui, après j'avais parlé des lois de la perspective. Et ce qui est fort aussi, juste pour revenir sur le vide, sur l'espace qui n'existe pas, ce qui est fort, c'est que quand vous avez compris du coup l'histoire de la puissance du vide, tout ça, ce que je viens de vous dire là sur voilà comment on prouve que l'espace n'existe pas. Du coup, ça, c'est pareil, ça débunk automatiquement en fait. Ça vient avec l'histoire des extraterrestres. Du coup, les extraterrestres, ça n'a plus lieu d'être, ça n'existe plus. Voilà. Et ensuite. Ensuite, bon, la perspective, c'est très simple à prouver. Là, je pense que je vous mettrai simplement des vidéos. Mais la perspective, en gros, voilà, c'est comme vous avez compris le point de fuite. Comment fonctionne voilà, la perspective par rapport au point de fuite. Voilà, par rapport au fait que quand vous êtes à un certain niveau d'un objet, si vous êtes trop bas par rapport à cet objet, que lui est vraiment gros, enfin qu'il soit gros ou peu importe s'il est loin, en fait, plus il s'éloigne et plus il va paraître, en fait, il va sortir en fait de votre point de fuite. Et un point de fuite, voilà, il y a l'expérience très simple avec vous vous mettez au niveau d'une table là, une table là, il faut une grande table, et vous prenez une pièce de, je sais pas, de 5 centimes, 10 centimes, et vous demandez à quelqu'un de l'éloigner en fait. Vous restez juste vos yeux à peu près au niveau de vraiment à la limite en fait du bord de la table. Et en fait, vous allez voir que la pièce, elle disparaît à votre vision. En fait, vous la voyez plus au bout d'un moment, alors que même si la table, en fait, vous prenez un niveau,
la table est parfaitement droite, mais vous allez voir que vous n'allez plus voir la pièce au bout d'un moment. Ça c'est ce qu'on appelle le point de fuite. Où il y a encore l'expérience avec quand vous vous trouvez dans un long couloir, vous avez l'impression que les murs à la fin en fait, au bout d'un moment, vous avez l'impression que les murs se rejoignent en fait, alors que non, ils se rejoignent pas. C'est un effet de perspective qu'on appelle donc le point de fuite. C'est parce que nos yeux ne portent pas assez loin et ne voient pas assez large en fait. Voilà. Contrairement par exemple aux yeux des aigles, voilà, qui eux ont un point de fuite aussi, mais qui est bien plus distant et bien plus large. Ils ont une vision qui est panoramique. Les aigles, par exemple, les aigles royales, tout ça, les faucons, tout, ils ont une vision qui est à la fois panoramique et qui est à la fois bien plus perçante que nous. Donc eux, ils peuvent bien sûr rattraper en fait ce point de fuite. C'est pour ça que les bateaux qu'on a l'impression qu'ils disparaissent en fait dans la courbure de la mer, en fait on les rattrape par exemple avec un bon caméscope ou des bonnes jumelles. On va les rattraper, on va les revoir. Voilà. Voilà, merci, ce sera tout pour cette vidéo. On va pas faire une vidéo trop longue. Voilà, je pense que c'est un bon complément à l'autre vidéo que j'avais fait. Allez, ciao.